Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Alors que les cas de contamination augmentent, des citoyens de la capitale demeurent perplexes face au vaccin contre la Covid-19. Parallèlement, le spécialiste en maladies infectieuses, le docteur Ernst Noël, doute de l'efficacité du vaccin. L'Église catholique déplore que sa proposition de médiation pour organiser un dialogue n'ait pas obtenu de succès jusqu'ici auprès des différents acteurs politiques. Le père Ludger Mazil est convaincu que le dialogue est la seule porte de sortie. Enomi Germain émet des doutes sur les circulaires du ministère de l'Économie visant à réduire les dépenses publiques. L'économiste estime toutefois que certaines mesures peuvent aider à réduire l'impact du financement monétaire sur l'économie nationale. Des citoyens disent prendre acte des informations laissant croire que les cas de coronavirus augmentent dans le pays. Interrogés par Métropole, certains porto-princiens affirment qu'ils continuent à respecter les gestes barrières afin de se protéger contre la maladie. Mais quid du vaccin ? Si les pays européens et nord-américains expérimentent une campagne massive de vaccination, les avis sont partagés entre les citoyens qui sont prêts à se faire vacciner et ceux qui ne le sont pas. Exactement, moi, j'ai via les réseaux sociaux que la maladie en lui-même continue à faire cause dans le pays d'Haïti, non seulement ça, tout à l'étranger. Bon, moi-même, d'après le journal, tout, il y a une vraie proposition de crasse. Je suis au courant de ça parce que je fais nouvelles en pile, parce que ce sont mauvaises nouvelles. Ils sont nombreux les citoyens à se tenir au courant de l'évolution du coronavirus en Haïti. Pas étonnant que les cas soient en nette augmentation ces derniers jours, estime-t-il, puisqu'un total relâchement est observé dans le comportement de nombreux d'entre eux. Le port du masque est négligé, la distance sociale non respectée, très peu de gens pensent à se laver les mains. Ces port-au-prinsiens ne cachent pas leurs préoccupations. Ça fait peur parce que nous avons plusieurs personnes qui ne peuvent pas avaler. Pas de conditions qui respectent. Bon, garde l'équipe sur place. Garde à manger, garde au chita, aller dans l'église, aller dans l'école pour eux. Au commencement, nous avons commencé bien qu'on a nous bailler. Comment demander à ces personnes de se ressaisir maintenant alors que l'on avait minimisé l'impact de la pandémie depuis son introduction dans le pays au cours du mois de mars dernier, se demandent ces citoyens de la capitale. De plus, la maladie a fait peu de victimes en Haïti, contrairement à d'autres pays, ce qui donne sans aucun doute raison aux sceptiques qui s'en fichent royalement. Et dire qu'un vaccin vient d'être trouvé contre le Covid-19, s'il arrive à Port-au-Prince, combien d'Haïtiens voudront se faire vacciner? Comme c'est là, ça se travaille, il y a toujours travail, les cas utiles, oui, mais je ne peux pas quitter le sous avant. Non, négatif. Je ne veux pas prendre un vaccin. Parce que je ne suis pas crédible. Je ne suis pas le premier monde qui prend l'information de ça. Moi-même, personnellement, je ne vais pas prendre. Je ne pas dit pour l'autre, je ne vais pas prendre, mais moi-même, je ne vais pas prendre. Par contre, émission vaccin directement, yo dit que c'est pour le coronavirus, je ne vais pas prendre émission. En tout cas, jusqu'à présent, moi-même, je vais prêter dans petit thème, si la loi, je vais traditionnel. Je ne vais pas prendre, parce que ça fait pas prendre. L'État qui l'a parmi le peuple là. Ou bien doit ces mêmes combinaisons pour venir poisonner le peuple là. Si certains sont catégoriques, d'autres pensent autrement. Si nous avons une autre solution de maladie, ça, nous obligés de prendre. Ça parle dépend avant tout, c'est l'État pays qui parle dit ça pour le faire. Personnellement, tout à l'État dit, même dans la Bible, au coubé. Un fait est certain, la pandémie existe bel et bien dans le pays. Plusieurs citoyens interrogés affirment qu'ils vont continuer à respecter les gestes barrières. Dans l'intervalle, rappelons que les derniers chiffres communiqués par le ministère de la Santé publique en date du 13 décembre font état de 9 nouveaux cas, ce qui porte à 9 597 le nombre de personnes infectées, 8 280 rétablies et 234 décédés. Le docteur Ernst Noël affirme que des doutes subsistent sur l'efficacité du vaccin contre la Covid-19 en raison de l'existence de plusieurs souches de la maladie qu'il est possible d'attraper successivement.
L'épidémiologiste juge que la vaccination est tout indiquée pour les personnes âgées ou souffrant de comorbidité. Suivez les explications du docteur Ernst Noël qui intervenait sur Métropole. Moi, je ne sais pas ce que nous capable de dire. Il y a un pile, je dis, à une question qu'a posée sur le vaccin, même à savoir combien de temps il est capable de pratiquement protéger moi. Parce que, il y a rendu compte qu'il y a des gens qui fait maladie qui reprennent encore et qui refait assez vite. Donc, est-ce que le vaccin qui est disponible là, l'a couvert toute souche qui existait de manière que au monde qui prenne, les protéger, pendant combien de temps la protéger, et qu'il est obligé de faire soit une dose de rappel, ou bien revacciner monde. Il faut que nous connaissions que dans le cas virus grippe par exemple, c'est chaque année obligé de vacciner monde. Parce que pratiquement il y a une nouvelle souche virus qui paraît presque chaque année dans les affaires grippe. Parce que généralement, dans les pays développés, ils vaccinent chaque année en automne contre maladie grippe, monde qui a plus que 65 ans, avec l'autre monde qui a gagné comorbidité, tant que monde qui est diabétique, monde qui fait greffe, donc c'est des monde qui sont fragiles, donc ils vaccinent tout. Pour Haïti, nous avons gagné aucune information sur le monde qui fait corona, qui refait corona. Mais ça qui est sûr à travers le monde, il y a plus de 50 cas documentés de monde qui fait corona et puis qui refait maladie encore. Pratiquement, il y a 3 hypothèses que vous avez. En première hypothèse, je dis que c'est capable d'état immunitaire maintenant. Ça veut dire que c'est quoi pas qu'à bien protéger tête li. Il fait que même les produits anticorps pour te protéger, il pas arrêté longtemps et puis il disparaît. Bon, deuxième hypothèse qui dit tout, est-ce que virus ça pas carré chita encore pendant un bout de temps, personne pas arrivé mettre main sur lui et puis après les refaire surface. Mais troisième hypothèse que plus qu'un BA, c'est plutôt arrivé well, là qu'il y a au moins 2 malades, c'est 2 souches différentes. Que moun n'a qu'à te rencontre en première souche et que le fait maladie après quelques temps, les rencontre avec une autre souche de coronavirus et puis les refait maladie. Donc dernière hypothèse ça, yo well avec un malade Hong Kong et yo well tout avec un malade américain. Le président du parti MTV Haïti, le docteur Réginald Boulos, se positionne en faveur de la recherche d'un consensus politique avant le 7 février 2021. Invité ce mardi à la rubrique Le Point, il a appelé à la définition d'un pacte de gouvernance entre la présidence et l'opposition. Il faut poser les problèmes du pays autour d'une grande table et définir ensemble l'après 7 février, a insisté Réginald Boulos. Suivez un extrait de son intervention. Je dis à beaucoup d'eau qui ont coulé, ce pays a connu 24 mois difficiles. Lis-le pour que tout le monde chita, pour nous joindre un accord politique, pour nous définir l'après 7 février 2021. Parce que cette date est une menace pour le pays aujourd'hui. Cette date du 7 février 2021. Nous sommes aujourd'hui pour la recherche de consensus politique. Vous souhaitez un pacte de gouvernance avant le 7 février. Pacte, ça, c'est entre qui et qui? Écoute, entre le pouvoir et tous les hommes politiques. Écoute, le président Jovenel Moïse, c'est la crise aujourd'hui. Son maintien au pouvoir au-delà du 7 février 2021, c'est la crise. Comment on peut résoudre la crise si ce n'est pas avec pouvoir ou parler tout? Donc, moi, souhaité, moi, dis, 4G contré, moi, anti-Kaba, sans idée préconçue, sans exclusion, qu'il y ait une grande table autour de laquelle les vrais problèmes de ce pays vont être posés. La gouvernance après le 7 février 2021, de quoi sera-t-elle faite? Quelle sera sa durée? Quelle sera sa composition? Quel est son mandat? Un leader politique de l'opposition, on se parle. Et je parle à mes amis des leaders de l'opposition pour qu'aujourd'hui, on se retrouve autour d'une table de dialogue. Et écoute, même lorsque l'opposition dit on est prêt à aller dialoguer au président, son départ le 7 février, c'est son droit d'avoir cette position. Mais allons à la table et mettons nos cartes sur la table. Moi, je suis clair. Le mandat du président se termine le 7 février 2021. Mais je vais aller à la table de négociation.
et on va le mettre sur la table. Pour dire On ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. On ne peut pas prévoir le résultat d'une négociation. Conseil de négociation de paix qui fait dans le monde, l'heure aboutit, on ne pas de compte déjà qui résultat va le bail. La négociation, c'est ça, c'est give and take. L'Église catholique déplore que sa proposition de médiation pour organiser un dialogue n'ait pas obtenu de succès jusqu'ici auprès des différents acteurs politiques. Le porte-parole de la conférence des évêques, le père Ludger Masil, estime que la situation est particulièrement grave et que le dialogue est l'unique porte de sortie pour le bien du pays. Toutefois, il dit regretter le manque de sincérité des différents acteurs politiques haïtiens. Écoutons le père Ludger Masil, porte-parole de la conférence des évêques. C'est la population qui doit se réveiller et le faire comprendre aux acteurs, parce que les acteurs sont au service de la population. Maintenant, on ne se bouscule pas à la porte pour le dialogue, on ne se bouscule pas à la porte pour l'entente, parce que ce n'est pas nécessairement cela qu'on veut. Chacun espère le bébé qui va sortir du dialogue, mais qui lui ressemble. Pas qui ressemble aux autres ou bien aux intérêts des autres, mais chacun cherche un bébé qui lui ressemble. On veut entrer en dialogue si on maîtrise tout le processus du commencement à la fin. Père Masil, quels sont ces acteurs, ces individus-là ou ces personnes qui contactent l'Église catholique à la suite de l'appel lancé? Est-ce qu'il y a des personnalités spécifiques ou des partis auxquels vous attendriez, par exemple, une réaction? Desquels, si vous voulez? Non. Ils ont seulement déposé des documents mentionnant la philosophie du parti et les attentes du parti. Il n'y a pas une attente de commencement de dialogue. Est-ce que vous pouvez citer pour nous ces partis-là, ces structures ou ces personnalités qui vous ont déjà contacté dans le cadre de cette annonce faite? Bon, certains sont connus, mais étant donné qu'ils ont envoyé leurs documents aux évêques, maintenant on doit le faire passer à tous les évêques. À ce stade des débats, on ne révèle pas les noms. Mais d'après vous, qui est-ce qui devrait être d'abord autour de la table en termes de protagonistes? Les acteurs connaissent donc le pouvoir et l'opposition dans ces différentes organisations, dans ces différentes branches. L'opposition qui a toujours manifesté l'intention de prendre le pouvoir, qui s'est toujours opposée à ce pouvoir, ce sont ces deux acteurs principaux qu'on aimerait d'abord donner le ton pour qu'on pense que le résultat sera accepté et durable. Si on se met autour de la table avec des personnes qui ne sont pas connues, qui ne maîtrisent pas toute la situation du pays et des rues, on a beau trouver une entente, cette entente va rester dans une salle. Vous parlez de la sincérité pour poursuivre cette démarche. Oui, l'Église donne comme critère pour accepter une certaine médiation dans le dialogue, s'il y a la sincérité des acteurs et l'honnêteté, parce que l'expérience de l'histoire récente de notre pays nous dit que certaines personnes vous disent une chose dans la salle et au dehors, ils font autre chose. Donc à ce moment-là, on ne peut pas bâtir sur quelque chose de durable, de viable, parce qu'il manque la sincérité. Les principaux acteurs devraient être devant la scène, devraient se prononcer pour que le peuple mesure la sincérité de ce qu'ils disent. Et quand cette sincérité est constatée, à ce moment-là, n'importe qui, ou bien l'Église, ou bien une autre institution respectable de la société civile peut modérer ce dialogue. Donc le problème est le problème d'acteurs et de sincérité des acteurs. On est convaincu que la sortie passe par le dialogue. On va maintenir jusqu'au bout cet appel et chercher avec ceux qui sont sincères et qui veulent une sortie de crise pour Haïti, travailler avec eux jusqu'au bout pour trouver cette sortie. L'économiste Enomi Germain émet des doutes sur les circulaires du ministère de l'Économie visant à réduire les dépenses publiques. Toutefois, il estime que certaines mesures annoncées, comme celle de la programmation mensuelle, peuvent permettre de réduire l'impact du financement monétaire sur l'économie nationale. Suivez cette analyse de l'économiste Enomi Germain.
En réalité, ou pas qu'à analyser mesure ça parce que les données sur les statistiques sous cadeau de fin d'année, c'est-à-dire qui dépense qu'on atteint ou pas véritablement qu'on est. Donc, moi, pas vrai que c'est uniquement une mesure qui a effet d'annonce. Mais par contre, mesure qui a pour la programmation mensuelle dépenses, moi, je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'au fait, gouvernement, c'est vrai que le budget, c'est déjà un élément de programmation, c'est-à-dire les dépenses programmées au niveau du budget, mais c'est en tout cas pour une année. C'est pour ça, par exemple, on voit que dans le budget, on a un principe de l'annualité. Donc, il est programmé pour une année en quelque sorte. Mais lorsque, justement, programmation est faite par mois, la plus facile pour que un monitoring qui fait sous l'île, et ça, il est capable véritablement limiter des pensions. Mais des pensions en général, lorsque le gouvernement fait des dépenses qui sont extrêmement importantes, il augmente le niveau de financement monétaire. Et lorsque le financement monétaire a augmenté comme ça, eh bien, la base monétaire en gros, ou bien la masse monétaire en gros, il a augmenté, il y a plus de gouttes qu'à chercher dollars, il fait une hausse du taux de change. Autrement dit, si programmation ça a fait véritablement, moi, je pense que c'est une bonne mesure, Jean-Ministre Boisvert annoncé là, c'est une bonne mesure. Si programmation en fait, il est capable de limiter des pensions et par contre le financement monétaire. Donc, et pas que le financement monétaire là, t'as qu'à gagner sur le taux de change là, et pas que ça, t'as qu'à contenir dans une certaines mesures, même si je dis, il faut dire que, Jean Autorité a annoncé là, le montant du financement monétaire, il est déjà atteint 6 milliards de gouttes. Donc, au 31 décembre, et on est décembre en général, sont un mois extrêmement important pour le gouvernement, notamment dans l'ensemble de dépenses qui sont liées à l'assainissement en quelque sorte. Donc, au 31 décembre, moi, peur que nous pas déjà déborder le montant du déficit budgétaire et donc du financement monétaire qui a peut-être fait que nous pas arrêter dans l'objectif qui était défini depuis l'adoption du pacte de gouvernance économique et financière qui était signé par le ministère de l'économie et des finances et par le gouverneur de la Banque centrale. Et Nomi Germain, il y a le gouverneur de la Banque centrale qui dit que ce n'est pas avec une baguette magique que l'on va pouvoir stabiliser le taux de change sur le marché. Si le gouverneur de la Banque centrale ne peut pas rassurer, et il l'a dit, la Banque centrale est là pour stabiliser uniquement, ce n'est ni pour plaider pour la hausse ni pour la baisse du taux de change. Qu'est-ce qui peut advenir à l'avenir? Écoutez, le gouverneur a tout à fait raison, je me t'ai expliqué tout à l'heure. Ensemble d'éjections, c'est soit à carrelé ou ensemble de politiques accommodantes. C'est-à-dire, étant donné situation économique, étant donné état actuel économique, eh bien, on va prendre un ensemble de mesures pour calmer la situation. Tout à l'heure, nous sommes donc, ils sont capables de gagner des effets sur le court terme. Eh bien, justement, pour résoudre le problème de taux de change, c'est pas avec un ensemble de politiques d'injection, c'est pas avec un ensemble de circulaires, mais c'est pour ça, c'est le renforcement de l'économie qui est une véritable solution. Et bien, le renforcement de l'économie, ça, justement, il fait appel évidemment à l'environnement, parce que l'économie se réalise dans un environnement. Environnement, s'il n'est pas favorable aux affaires, s'il n'est pas favorable au bon fonctionnement économique, eh bien, l'économie n'a pas bien fonctionné. Ça, c'est un. Deuxièmement, la situation politique est extrêmement importante. Lorsqu'on a une situation politique qui est volatile, comme la situation économique d'Haïti depuis pratiquement 30 ans, acteurs, ils sont pas rassurants par rapport à l'économie a fonctionné. Tout le monde a fait spéculation parce qu'on est en présence de situations socio-économiques volatiles, prix ont tendance à augmenter. Or, le taux de change, c'est un prix. Donc, taux de change là a tendance à augmenter. Et troisièmement, c'est parce que l'économie n'a pas renforcé qui fait que on importer en pile ou exporter moins, ce qui fait un déficit commercial. Quatrièmement, c'est parce que l'économie n'est pas performante qui fait que le gouvernement a levé moins d'impôts, moins de taxes pour que le financement ait un ensemble de dépenses, même s'il faut dire que en général, il y a un ensemble de dépenses inutiles qu'a fait par le gouvernement et un ensemble de dépenses qui n'est pas productives, c'est-à-dire un ensemble de dépenses qui n'est pas orienté le renforcement de l'économie. Donc, en résumé, le gouverneur, il a bien raison. Que oui, la Banque centrale, il y a une mission Banque centrale, c'est justement stabiliser la valeur interne et externe de la monnaie. C'est stabiliser, mais c'est pas fixer un certain niveau, d'autant plus qu'on a un régime de change flexible. Donc, le taux de change, c'est le prix d'une économie, si vous voulez dire comme ça, par rapport à une autre économie. Donc, si ton économie ne se porte pas bien, eh bien, la monnaie de ton économie l'a de toute façon perdu en pile valeur, perdu en pile importance par rapport à la monnaie d'autres économies qui sont beaucoup plus fortes. Donc, autrement dit, c'est l'économie qu'il faut renforcer pour corriger à une situation de stabilisation véritable du taux de change. Déchets plastiques éparpillés, odeurs pestilentielles, des gens
qui se soulage dans tous les coins, c'est la triste réalité du Champ de Mars. Malgré l'état de la situation, les citoyens de différentes catégories sociales y viennent fréquemment se divertir. Une équipe de Métropole a visité la plus grande place publique du pays ce mardi et comparativement aux places Saint-Pierre et Boyer dans la commune de Pétionville, le tableau est plutôt sombre. Suivez ce reportage de Rudolph Pierre-Louis. Alors que des travaux de réhabilitation de plusieurs tronçons de route ont démarré dans la capitale, en particulier les routes de la Réunion, de l'Enterrement, la rue Saint-Honoré, Oswald-Durand, entre autres, qu'en est-il des différentes places publiques, notamment celle du Champ de Mars? Y a-t-il un projet de réaménagement à moins de 10 jours de la fête de Noël? Dans le cadre de ce périple, je vous invite à suivre avec moi. Parler du Champ de Mars, c'est faire référence à la plus grande place publique du pays qui abrite les monuments en l'honneur des héros de l'indépendance. Jean-Jacques Dessalines, Alexandre Pétion, Toussaint Louverture, entre autres. Toutefois, cet espace n'est plus ce qu'il était. Des emballages en plastique sont visibles partout, des détritus sont empilés et une odeur désagréable agresse l'odorat à chaque coup de vent. En l'absence de toilettes publiques, il semble que certains passants se soient soulagés où ils pouvaient. Un autre aspect choquant dans ce tableau, ce sont les citoyens qui ont transformé la place en un véritable dortoir. Ils n'ont nulle part où aller selon leurs témoignages. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, les réfugiés se pressaient sur la place lors des affrontements entre les groupes armés dans des quartiers proches. Une partie de l'espace est encore occupée par des écoliers, des étudiants ou des petits commerçants qui tentent d'écouler leurs produits. Ils sont toujours nombreux à se donner rendez-vous chaque jour. C'est également un lieu de divertissement pour des professionnels qui viennent se détendre entre amis presque tous les soirs après leur travail. À Pétionville, il y a les places Saint-Pierre et Boyer qui sont loin de ressembler au centre-ville. Le climat est plus agréable et l'espace présente une bien meilleure image. Des gens issus de différentes catégories sociales sont remarqués. Et un autre point constaté, c'est leur quiétude. Certes, tout n'est pas parfait, mais elles sont mieux entretenues, affirment des interrogés. Un Champ de Mars qui fait peine à voir selon les constats, alors que la plus grande place publique du pays se situe au nez et à la barbe des responsables du Palais national, non loin du nouveau bâtiment de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et à quelques mètres de plusieurs ministères, notamment celui du commerce, du tourisme et de l'intérieur. Comparativement au Champ de Mars, la place Boyer et la place Saint-Pierre sont une autre paire de manches. Mais dans les deux cas, que ce soit au centre-ville ou dans la commune de Pétionville, des agents sous le couvert de l'anonymat réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire à moins de 10 jours de la fête de Noël. Elissi Diolassin et Rudolph Pierre-Louis pour Télémétropole. Dans le cadre d'une coopération entre les gouvernements haïtiens et roumains, 6 jeunes vont quitter le pays ce mercredi 16 décembre pour des études universitaires en Roumanie. Sélectionnés sur concours, ces jeunes auront la possibilité de réaliser des études dans des domaines de leur choix dans différentes universités de Roumanie avec pour engagement de revenir en Haïti à la fin de leur cursus universitaire. Suivez les explications de Oswald Timothée, qui est le consul général de Roumanie en Haïti, lors d'une cérémonie organisée en l'honneur des boursiers. L'obtention de ces bourses roumaines marque la reconnaissance de votre travail, de vos capacités et de votre attachement à l'avenir d'Haïti. L'État roumain a lancé une grande campagne de sensibilisation pour l'octroi de 85 bourses par le biais du ministère des Affaires étrangères roumain et du ministère de l'Éducation nationale roumain, qui ont ainsi fait le choix d'investir sur des jeunes dans un projet d'accomplissement humain, de venir en soutien à l'effort remarquable consenti par l'État en matière de bourse. En permettant que les étudiants les plus talentueux et les meilleurs atouts d'Haïti
et ses meilleurs exploits évoluent dans les meilleures conditions possibles dans des établissements d'excellence roumaine. M. Jacobin Michel Gentil, M. Emerson Daniel Tervilus, M. Budris Marc Oudijan, Mademoiselle Louzni Dumel, M. Ducarmel James Colson Napoléon, Mademoiselle Mislaine Pierre, j'adresse mes vives félicitations. Votre mérite doit être d'autant plus mis en exergue que vous avez consacré beaucoup de temps, d'énergie, d'assiduité et consenti à de nombreux sacrifices pour la réalisation de votre projet. En vous rendant ainsi l'hommage que vous méritez et la distinction que vous avez reçue de la Roumanie, devra vous permettre de relever des défis plus importants tout au long de votre vie. Je suis fier de vous. Vous êtes des ambassadeurs d'Haïti, des lettres de créance auprès des autres jeunes, des parents, des éducateurs pour dire « oui, c'est possible ». En vous réitérant toutes mes félicitations, je vous adresse tous mes vœux de réussite future. Inauguration ce mardi du nouveau supermarché Delimart à Turgeau, dont le coût s'élève à 8 millions de dollars selon l'homme d'affaires Réginald Boulos. 200 employés directs et 2000 employés indirects, c'est le nombre d'emplois que génère ce centre commercial, poursuit le docteur Boulos, affirmant qu'il a fallu 2 ans pour le réaliser à cause des troubles sociopolitiques. Le centre commercial de la chaîne, situé à Delma 32, sera opérationnel d'ici le 1er mai 2021, espère l'entrepreneur, indiquant que 35% des produits exportés sont d'origine haïtienne. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.